T'es prêt ou pas? Ouais, c'est bon, je suis C'est parti, on y va? C'est parti. Ok, super. Écoute, Jules, je suis content qu'on enregistre ce podcast. Tu me disais que toi, en tracteur, tu te mettais plutôt du France Inter si tu voulais entendre des gens parler. C'est ça. Eh ben écoute, maintenant tu te prêtes au jeu du podcast. La Voix de la Grille est un podcast animé par Céréa Pro, négociants agricoles et les jeunes agriculteurs d'Eure-et-Loir. Il est dédié au monde agricole pour vous raconter et vous partager le quotidien des agriculteurs, leurs techniques et leur savoir-faire. Bonne écoute à tous. On s'est donné rendez-vous chez toi à la ferme et je voulais juste qu'on commence ce podcast par toi te présenter, d'où est-ce que tu viens, où est-ce qu'on est aujourd'hui et où est-ce que tu as grandi, où est-ce que tu as fait tes études, quelque chose de assez général jusqu'à ton installation. D'accord. Je m'appelle Jules Gauthier. Je suis né en Eure-et-Loir, sur la ferme familiale. Mes parents sont originaires de Seine-et-Marne. Mon père est venu s'installer ici dans les années 90. J'ai vécu toute ma vie en Eure-et-Loir. J'ai toujours habité sur la ferme qui se situe à Dampierre-sous-Brou. Après j'ai fait un bac pro agricole à Nermont en dominante culture. Et après mon bac pro, je suis parti faire un BTS Axe à Rennes, à la Lande du Breuil. Après ce BTS Axe, je suis parti 1 an et demi en Roumanie pour être seconde exploitation sur une ferme céréalière qui avait 1400 hectares, 5 salariés. Il y avait pas mal de choses à faire. Et après, je suis revenu en France, j'ai fait 1 an de formation à la SCALE pour être agréé agent de collecte et d'approvisionnement. Après la SCALE, j'ai fait 2 mois chez Belisa pour les semis de betteraves et les plantations de pommes de terre. Et après ça, je suis revenu sur la ferme en 2019. Oui, c'est ça, 4 ans. Et là, je me suis installé au 1er septembre 2023. Juste pour rappeler, 1er septembre 2023, du coup tu t'es installé à quel âge? 28 ans, 28 si je ne me ans. trompe Ah, pas. si tu te trompes. Tu disais, c'est marrant, donc à la base, t'es Seine-et-Marnais, si on dit ça comme ça. C'est ça, mes parents. Tes parents, à quel moment donné, tes parents se sont dit, tiens, une ferme en Eure-et-Loir, allez, on y va, parce qu'il y a quand même un petit peu de route. Oui, 2 heures et demie. Ouais. 2 heures et demie, donc pourquoi? Parce que pas d'opportunité en Seine-et-Marne, plus en Eure-et-Loir. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est mon grand-père du côté de mon père, ils étaient 7 enfants, du coup, il fallait installer les 5 enfants. Du coup, c'était la problématique de trouver une ferme. Ils voulaient pas une petite ferme non plus parce qu'ils estimaient que ça allait être compliqué d'en retrouver après pour s'agrandir un peu. Du coup, ils cherchaient une ferme entre 180 et 200 hectares, donc ça courait pas forcément les rues à l'époque. Ils sont arrivés là en cherchant un peu ce qu'il y avait. Et voilà, il y a eu l'opportunité ici, et du coup, mon grand-père a demandé à ses fils qui étaient sur la ferme qui c'est qui voulait venir là. Et voilà, mon père a levé la main et on est arrivé ici. Enfin, mon père est Super. arrivé ici. Et alors le changement, ce que j'imagine entre le reste de ta famille qui est peut-être resté en Seine-et-Marne et vous ici, ou peut-être que même dans les 5 qui sont installés, tout le monde s'est un peu dispatché. Il y en a 2 qui sont à côté vers Sancerre, je sais plus où, à Aubigny-sur-Ner, il me semble, qui sont installés en GAEC. Donc maintenant, c'est un de leurs fils qui a récupéré le GAEC. Et après, sur la ferme familiale, ils sont deux frères. Et après, il y a mon père qui est ici. Et après, c'est 2 autres sœurs qui sont pas dans le... Enfin, il y a une des sœurs qui est mariée à un agriculteur et une autre qui est mariée avec quelqu'un qui est pas agriculteur. Souvent on dit quand tu changes d'environnement, enfin même géographique, du coup tu dois t'adapter évidemment aux contraintes, mais aussi aux atouts. Même les gens peuvent penser ou cultiver différemment. Est-ce que ça a été un choc pour ton père quand il est arrivé là de se dire ah oui, ils font comme ça ici ou même souvent on dit même la mentalité peut être différente ou quoi que ce soit. Ton père du coup il est encore Seine-et-Marnais dans sa tête ou il est devenu eurélien? Non, je pense qu'il est devenu eurélien avec le temps. Bon, il a toujours un petit pied en Seine-et-Marne parce que voilà, le retour aux sources est toujours sympa à faire. Mais je sais pas, il m'a jamais parlé qu'il a eu du mal à s'adapter ou que c'était compliqué. Et bon, il s'est lancé. Ça lui changeait de chez lui où il faisait pas mal de betteraves, un peu d'autres cultures, betteraves, maïs, blé, colza et tout ça. Ici, bon, c'était que blé, orge, colza, donc il a commencé à faire un peu de maïs, qu'il a arrêté. Après, il a fait des petits pois aussi pendant un moment et puis il a arrêté. Et puis voilà, là on est en blé, orge, colza et on refait des petits pois un peu depuis 4 ans, 5 ans. Ok, bon, on va en reparler de toute façon. Justement, en fait, depuis ton installation, on s'était un petit peu arrêté là. Vous avez fait le choix de quand même pas mal diversifier la ferme.
je sais même pas si on peut appeler ça du maraîchage ou Nous, on appelle ça du maraîchage, après, parce que c'est sur une petite surface et c'est quand même des cultures non maraîchères. Tu peux nous en dire plus? Tu fais quoi exactement? Parce que tu as commencé avec les cornichons, maintenant il y a beaucoup plus de choses. Même moi, je pense que je vais être perdu. Papa s'est lancé quand j'étais en Roumanie à développer un peu les cornichons. Donc au début, on y allait à tâtons. On avait une bande de 100 mètres de cornichons et puis on essayait différentes recettes pour les mettre en pot et après les commercialiser. Donc on a commencé la première année avec ça. Après, deuxième année, on a continué. On en a fait beaucoup plus. Après la troisième année, il y a quelqu'un qui est venu nous voir pour faire du piment parce qu'il voulait remplacer à la place du poivre dans ses pots de rillettes, il me semble. Du coup, on s'est lancé là-dedans, on s'est rendu compte que ça poussait bien. Bon, après on s'est retrouvé un peu avec beaucoup de piment sur les bras, on savait pas trop comment faire. Du coup, on a acheté un déshydrateur et c'est à partir de là où c'est un peu parti en cacahuète. Donc, on avait acheté un moulin à farine qui nous servait pour faire de la farine de blé, avec le blé tendre qu'on produit sur la ferme. Et après, on a fait des lentilles, donc ça c'était pendant les 2 premières années. Donc la troisième année, quand on a eu le déshydrateur, donc on a fait les piments. Et quatrième année, on s'est retrouvé, donc en plus, c'est toujours on cumule tous ces trucs-là. On s'est retrouvé à faire persil, ciboulette, basilic, estragon, coriandre feuille. Et puis voilà. Et comme tu dis, c'est parti en cacahuète. C'est parti en cacahuète totale. Et là, l'année dernière, on a lancé la moutarde. Et là, on a essayé de faire des tomates séchées dans l'huile. Mais ça prend un peu de temps. Enfin voilà, on étudie encore le truc. On en a fait une centaine de pots, mais c'est pas dit qu'on se lance dans ce truc-là. Et alors, entre le lancement avec les cornichons, aujourd'hui, l'ensemble des autres produits, donc le piment, alors la farine c'est un peu à part, mais les lentilles, persil, ciboulette, etc., c'est toujours les cornichons qui ont une grande part on va dire, de l'assolement de cette activité de diversification, ou maintenant ça se répartit différemment? Non, les cornichons, c'est ce qui nous prend le plus de surface. Donc on a passé 6 hectares, enfin la première année, on a passé 4 hectares en bio. Et après, on a repassé 1 hectare 2 en bio 3 ans après. Donc là, on est à 6 hectares 2 de bio au total. Donc on tourne en fait sur la surface. Tous les ans, on a à peu près 1 hectare de maraîchage. Et les cornichons représentent 80 arts à peu près. Ça dépend entre 60 et 80 arts tous les ans. Et après, le reste, les piments, persil, ciboulette, ça représente une bande ou deux, quoi. Mais en fait, vu que ça produit beaucoup plus, quand on coupe, ça repousse. On n'a pas besoin d'en avoir, parce qu'on n'a pas une usine non plus. Donc, Ok, donc en fait, si je comprends bien, c'est que tu as passé, maintenant tu as 6 hectares de bio, parce que évidemment la conversion bio se fait pas du jour au lendemain, ce qui te permet en fait, toi, sur ces 6 hectares de bio, de faire ta rotation de maraîchage pour que tout soit certifié bio à la fin. Et puis laisser un peu le sol tranquille, parce qu'on le matraque un peu quand même avec le maraîchage. Donc on fait des planches, mais après, tous ceux qui ramassent les cornichons pendant 1 mois et demi, ils marchent toujours au même endroit. Donc ça permet, voilà, et puis de restructurer un peu le sol, faire un bout de luzerne, un bout de lentilles, mettre, je sais pas quoi, enfin voilà, on est friand de toute opportunité ou toute chose un peu à faire là-dessus. Donc on essaye plein de trucs, on tente, et puis... Du coup, au niveau organisation, c'est hyper important, parce que du coup, tu passes d'une ferme grande culture, sans d'ailleurs culture spécifique à la base dessus, à là, on va dire, un hectare de maraîchage, avec une vraie diversité de cultures. Tu ne l'as pas dit, mais avec l'atelier de transformation à la ferme et de conditionnement. Ouais. Du coup, on pourrait se dire, vous êtes combien? Enfin, on pourrait s'imaginer que pour tout ce travail-là, c'est beaucoup de personnes, et je crois pas tant que ça. Non, pas du tout. Il n'y a que mon père et moi à l'année sur la ferme. Après, l'été, on embauche une quinzaine de saisonniers pour la récolte des cornichons. Et après, pour la plantation, on arrive à trouver 2-3 personnes qui viennent nous aider pour planter. Donc la plantation, ça nous prend à peu près 5 jours. Et après, c'est tout ce qui est récolte. Donc c'est vraiment la partie cornichon qui nous demande de la main d'œuvre. Mais après, tout le reste, en fait, c'est à peu près étalé tout le temps. Dès qu'on a un petit temps pour le faire, on ramasse des piments, on cueille un peu de persil, on déshydrate. Enfin voilà, on fait notre truc à deux. Et puis après, au fil de toute l'année, on met en pot, on prépare, on fait des cartons, on réalise les commandes. Voilà, c'est du travail quotidien en fait après. Alors pour qui ces commandes, quels sont les débouchés de l'ensemble de cet atelier de diversification?
Et bah, nous, du coup, on est parti sur des produits secs et transformés pour pas avoir de problématique de frais et pas être obligé de vendre à bas prix. Et du coup, on est parti sur les épiceries fines en se disant qu'on avait un produit de qualité et qu'on voulait pas qu'ils se retrouvent en grande surface où ils allaient finir par nous tirer les prix parce que forcément ils veulent de la quantité. Nous, c'est pas ce qu'on veut, nous on préfère en faire moins et faire de la qualité. Et du coup, c'est beaucoup d'épiceries fines, magasins de producteurs, marchés. Voilà, bon, les marchés, ça représente plus grand-chose aujourd'hui. On en faisait un peu au début pour se faire connaître, moins maintenant, parce que ça prend du temps. Et on vend pas forcément beaucoup, du coup, c'était vraiment au début. Et là, maintenant, oui, c'est vraiment les épiceries fines. Et là, depuis cette année, on est plus parti sur des épiceries qui font du vrac. Voilà, Ça se développe. on s'adapte au marché, on ne vend plus en pot, on vend en vrac, bah, très bien, on va faire du vrac. C'est des épiceries qui sont là dans la région centre ou plutôt parisienne? Non, on en a à Chartres, on en a Ouais. sur Paris. Enfin voilà, en fait, il faut aller les démarcher, puis réussir à placer ses produits. Enfin, c'est tout le rôle du commercial, de réussir à vendre son truc pour qu'il en prenne. Et puis quand ça marche bien, après, ils prennent d'autres produits. Au début, ils commencent avec un, et puis ils finissent avec toute la gamme. Toute la gamme, c'est l'objectif. Bon, en plus de ça, au cas où si tu t'ennuies, tu as un rôle auprès des JA. Ouais, voilà, entre... Tu me disais ce matin, 9h30, tu étais chez les JA. Bon, en effet, le temps est avec nous pour justement faire peut-être se mettre à jour dans la paperasse ou pourquoi pas faire des réunions. Donc, quel est ton rôle auprès des JA? Ça fait 3 ans, ça va faire 3 ans en février, que je suis trésorier des jeunes agriculteurs d'Eure-et-Loir. Donc j'ai commencé au JA il y a 5 ans pour rencontrer mes voisins. Au début, je suis rentré au canton de Brou en me disant je connais personne, on va aller rencontrer un peu de personnes quand même, savoir ce qui se passe autour de moi. Et de là, j'ai fait 1 an. 2e année, je me suis retrouvé trésorier du canton de Brou. 3e année, je me suis retrouvé trésorier du département. 4e année, je me suis retrouvé trésorier de la fête Terre de Gym en Beauce. Gros succès. Gros succès. Donc, a bien marché. Enfin voilà, et donc j'ai cumulé un peu tous ces postes. Donc là, il y en a un qui s'arrête. Terre de Gym, on arrive au bout, il va falloir qu'on arrive à clôturer l'événement. Et voilà, donc là j'arrive à la fin de mon mandat, donc on verra comment ça se passe l'année prochaine. Sans se projeter sur l'année prochaine, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça t'apporte la vie associative? C'est même un syndicat, donc on va au-delà de la vie associative. Qu'est-ce que ça t'a apporté au-delà de rencontrer les voisins? Et oui, évidemment, on sait que dans le monde agricole, il y a beaucoup de rencontres, d'entraide, etc. Qu'est-ce que ça t'a apporté en plus de tout ça? Bah, moi, c'était vraiment pour sortir de la ferme, parce que nous, on est vraiment excentrés par rapport à tout le monde, et si on veut, enfin, toutes les parcelles sont regroupées, donc si on veut, on sort jamais de la maison, et puis tout se passe bien. Et du coup, bah voilà, je me suis retrouvé au JA, et puis de fil en aiguille, je me suis fait un peu embrigader à me retrouver au département à faire ça, et puis c'est intéressant, ça permet de voir autre chose. Ça m'a permis de mettre aussi un pied à l'étrier sur tout ce qui était comptabilité, gestion de factures, gestion d'événements, avant de reprendre la ferme, donc se mettre un peu dans le bain, et puis voilà, et puis de rencontrer du monde. Après, avec Terre de Gym, ça m'a permis de rencontrer les personnes du 45. Après, il y a des événements nationaux, donc on rencontre encore d'autres régions, d'autres départements, d'autres façons de faire. Voilà, on discute avec tout le monde et on apprend toujours plein de choses diverses et variées qui se passent chez les voisins, qu'on ne soupçonnerait pas, mais qui se passent quand même. Donc c'est super intéressant, c'est beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. Il y a des choses qui ont changé sur la ferme depuis que tu es au JA. Alors, au-delà de la diversification, où là, je pense que c'est plutôt une démarche de ton père et toi, mais est-ce qu'il y a des choses, tu le disais tout à l'heure d'ailleurs, la machine de traitement, voilà, c'est avec les voisins, mais ils font partie des JA aussi. Ils font aussi partie des JA, ouais. Moi, je pense que ça se serait peut-être pas fait si j'étais pas au JA. Ok. La machine de traitement de semences qu'on a achetée. Donc ça a permis, enfin voilà, ça permet des rapprochements, de faire des discussions en fin de réunion, nos problématiques qu'on a, qu'est-ce qu'on a comme problème, est-ce qu'on peut s'aider. Enfin, ça permet des fois de temps en temps de dire attends, si tu veux, je te prête mon matos qui est là, je m'en sers pas. Hop, le mec il vient demain, il le prend, et puis inversement, dans l'autre sens, il n'y a pas un gars qui a un bout de truc pour faire ça. Ouais, non, mais c'est toujours intéressant de pouvoir s'entraider, et surtout quand les conditions peuvent être un peu particulières, un peu comme cette année en fait, et c'est là où je voulais en venir. Là, on se voit aujourd'hui, c'est quasiment la tempête dehors, il pleut et c'est un peu le temps qu'on a depuis un mois.
quand est-ce que tu as commencé les semis? Quand est-ce que tu les as finis? Est-ce que tu les as finis à temps? C'est un peu la question de l'année parce que ceux qui n'ont pas fini se posent la question de quand est-ce qu'on va y retourner. Et nous, on a commencé le 2 octobre à semer les blés. Donc nous, on commence toujours tôt parce qu'on est sur des sols limon profond battant. Du coup, quand il pleut, comme là, autant dire qu'on ne met pas un pneu dans le champ. Donc on a commencé le 2 octobre. Donc là, on a commencé, il faisait beau, les conditions étaient bien, en semis simplifié, derrière colza. Donc on a fait ça pour le blé, on a semé de l'extase au début. Après, on a fait une semaine de blé. Après, on est parti sur l'orge. Donc là, on l'a bourré. Donc il y avait 30 hectares d'orge, donc on a mis une semaine tranquillement à le faire. Et après, on est reparti sur du blé pendant 2 semaines. Donc là, il faisait toujours beau, tout se passait bien. Et arrivé à la fin, donc la dernière semaine, là ça a été un peu plus compliqué pour finir. On a commencé une parcelle en semi-simplifié. Après on a fait les tours de champ avec la charrue parce qu'il commençait à pleuvoir. Du coup déjà là ça commençait pas trop à être top du top. Après on a refait une autre parcelle en labour et on a fini par la dernière parcelle où on a fait un bout, il devait pas pleuvoir. On a fait 4 hectares, il s'est mis à pleuvoir donc on a arrêté. On est revenu 3 jours après pour finir. Donc on a presque fini, il a replu, du coup on a arrêté. On est revenu encore 3 jours après pour la finir. Donc on l'a fini plus une fourrière et après on a attendu encore une semaine pour refinir le bout de fourrière qu'il y avait en bas. Donc il y a la moitié du champ qui est levé, où on voit les traces de roues. Il y a une fourrière qui est dans la houe totale, où il ne se passera rien. Et l'autre au-dessus, l'autre fourrière au-dessus, pareil. Donc cette année, on a un peu de tout. On a du blé qui est beau, qui est bien, qui est élevé. Et celui top, qui t'a fait de j'ai eu bien, le temps de faire tous mes désherbages pile poil, en bonne condition. Après, j'en ai une partie où j'avais fait qu'un désherbant avant la pluie, en prélevé. Et après, l'autre partie où j'avais rien fait. Donc là, on a réussi à faire le deuxième désherbage sur la deuxième semaine de semis de blé. Et après, sur la dernière semaine, j'ai réussi à faire un désherbage où là, on a fait des trous. On a failli s'enliser 3-4 fois dans chaque champ. Et voilà, et je pense que là, on n'est pas prêt de remettre un pied dans le champ. Non, c'est clair. C'est mal parti. Non, mais c'est fou parce que en fait, au 2 octobre, on peut dire, on a le temps. C'est ce que j'ai fait. Moi, je me suis dit, on est le 2 octobre, ils annonçaient beau. J'ai pas travaillé un seul week-end en me disant, ça sert à rien de cravacher pour se retrouver au 15 octobre. Et bon, super, on a tout fini. Donc, on faisait pas des grosses journées, mais ça avançait tout doucement. Voilà, 10 hectares par jour, ça nous allait très bien. Voilà, on se prenait pas la tête. Jusqu'à la fin, où là, d'un seul coup, il fallait se lever un peu plus tôt et se coucher un peu plus tard pour essayer de pousser. Après, je sais pas si on a bien fait, mais... Ouais, alors ça dépend les... L'avenir nous le dira. Ouais, exactement. Non, mais là, aujourd'hui, c'est encore un peu trop compliqué, mais ça dépend les types de sols. Mais c'est sûr que nous, sur des limons battants, comme tu dis, t'es un peu froide et qui se referment, là, on voit des sols un peu plaqués, fermés, asphyxiés. Et moi, la vraie question que je me dis, c'est comment ça va passer l'hiver, comment ça va taler, la reprise de végétation, comment elle va être. Et à un moment donné, quand même, cet épisode pluvieux, il va s'arrêter. Donc voilà, les désherbages, il va falloir les faire. Parce que là, du coup, tu as des parties qui sont pas désherbées. J'ai des parties qui sont pas désherbées. Et qui étaient sales. Tout est sale ici. On est en problème de vulpin régras, on est envahi tous les ans. Ouais. Du coup, c'est vraiment notre problématique. Et on s'était fait avoir en 2019, parce qu'on cognait un peu fort en 2019, et il avait déjà pas mal plu. Et on s'était retrouvé avec 5 hectares blancs terminés, il n'y a plus rien. Du coup, on a décidé de se calmer un peu sur le premier et le deuxième, enfin mieux fractionner. Et donc là, on est très content d'avoir fractionné cette année. T'as fait quoi exactement comme programme de désherbage Attends, je vais te chercher ça. Là, en prélevé sur l'orge, sur le blé, j'ai fait Codex Trooper. Ouais. Et après, à la première feuille, j'ai fait le Fosbury à 0,6. Ok. Voilà. Donc non, oui, non, c'est... On a tapé, pas trop, quoi. Des choses assez classiques en termes de désherbage. Après, sur le Fosbury, on a un peu adapté. Les premières parcelles, on a mis 0,6. Là, les dernières qu'on a faites, on a mis un peu moins. Ouais. Parce qu'avec l'eau, on n'avait pas trop... C'est toujours le problème, en fait. On a quand même même des orges. Les orges, au tout début de la pluie, elles avaient vraiment assumé le coup. Enfin, ouais. Moi, j'avais fait palotte, quoi, sortie, et là, tu te dis, mince... Là, j'ai fait de l'Avadex à 3 litres hectare sur l'orge. Donc ça marche nickel. Ouais. Première année qu'on fait ça. Ouais. Top du top, c'est génial. Jusqu'à là, la semaine dernière, où avec l'eau, on se rend compte que là, l'orge est en train de morfler dur. Donc j'espère que ça va se tasser, mais
les champs jaunissent. Après, tu me disais, t'en as un petit peu sous le pied parce que t'avais forcé un peu sur la densité, donc ça va peut-être te garder quelques Ouais, pieds quand c'est même. ce que j'espère. Bon, c'était pas le coup de poker, on en met toujours un peu. Bon, papa était pas d'accord pour que j'en mette autant, mais j'en ai mis autant. J'ai mis 270 pieds hectares au mètre carré. Et bon, bah là, on verra si j'ai eu raison ou pas. Avatex, d'ailleurs, petit aparté, mais qui est retiré d'homologation, enfin, nous, des ventes à partir du 29 mars 2024. C'est ça. Et vous, 25. Vous 25, ouais. Non, enfin, des ventes 24 et on n'a plus le droit de l'étaler. Ouais, 20, pardon, ouais. Jusque 25. Exactement. Mars 2024 et mars 2025, utilisation jusqu'à mars 2025. On est un peu dégoûté, c'est notre première année où on Ouais, l'utilise. exactement. Non, mais merde. Mais dans des conditions un peu humides, quand on l'incorpore correctement, c'est un produit qui fonctionne très bien. Après, c'est vrai qu'il y a eu des résultats qui peuvent être plus ou moins aléatoires quand on l'utilise dans de mauvaises conditions. Et c'est vrai que, puis bon, il faut l'incorporer, il faut le mettre à 4 cm, etc. Donc, bah, nous, ce qu'on a fait là évident. pour, justement, avec les JA, à force de discuter avec toutes les personnes qu'on croise, il y a un voisin qui habite à Brou qui m'a dit, au lieu de mettre ça sur ton labour et d'après de passer ta rotative et machin, où tu sens le produit dans la cabine et t'es content, il m'a dit, tu sèmes, tu traites et tu mets un coup d'RC-Tri. Ouais, exact. Okay. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Comme ça. Et du coup, bah, on a semé un peu plus creux, forcément, pour éviter de tout rebrasser. Donc, j'ai juste gratté le dessus et ça faisait nickel. On avait des conditions sèches. Ouais. C'était un billard, quoi. Du coup, ça a super bien fonctionné. J'ai pas eu de souci avec ça. Et bon, là, ça a dû descendre un peu plus et c'est l'orge qui commence à le boire. Toujours un peu compliqué. Donc là, je commence à un peu moins rigoler en espérant qu'ils finissent pas par blanchir et mourir dans le champ à cause de l'eau. Et on a parlé de désherbage. En termes de variétés, c'est quoi toi les variétés aujourd'hui qui prédominent sur la ferme? Chevignon, ça a toujours été, on en a toujours fait. C'est une variété qui ressort bien, qui fonctionne tous les ans, qui a la valeur stable. Après, on fait du rubisco. Bon, d'habitude, on n'en fait pas autant, mais là, on avait une case, il était beau l'année dernière, on a fait des bons rendements. Du coup, on s'est dit, bah allez, on en refait. On en fait. Donc, c'est à chaque fois, là, on a fait 3 variétés, donc c'est un tiers, un tiers, un tiers. Ok. Voilà. Donc chevignon, un tiers, rubisco, un tiers, et après on a fait de l'extase, pareil parce qu'il était beau et parce qu'on n'a plus de semences de rubisco. Du coup, il va falloir qu'on change pour notre farine qu'on vend avec le moulin. Ah oui. Et vu que c'est un BPMF, du coup, bah voilà, ça rentre pile dans les cases et on espère l'avenir de notre farine. Selon toi, aujourd'hui, là on regarde la plaine. Bon, on voit des parcelles, en effet, semées de bonheur, où on se dit, bon, bah, elles sont bien sorties et ça va. Le reste, pour toi, le rendement est impacté ou il est encore trop tôt pour le dire? Si, je pense que sur les derniers blés, ça va les avoir fortement ralentis et d'avoir les pieds dans l'eau. Enfin, je pense qu'ils sont pas encore assez forts pour supporter ça. Les premiers qu'on a semés début octobre, je m'en fais pas. Je pense que ça va y aller, ils vont passer l'hiver tranquille. Mais là, si on n'arrive pas, si les sols se ressuient pas assez, cet hiver, je pense qu'il y en a certains qui vont sauter, quoi. Ouais, c'est évident. Et là, je suis en train de me poser la question sur les dernières fourrières que j'ai faites, si ça pourrit, qu'est-ce que je vais faire? Ah bah de toute façon, maintenant on pourra se poser la question que sortie d'hiver. Bah ouais, mais bon, ça, je commence clair. déjà à y réfléchir en me disant s'il faut que je trouve de la semence d'orge de printemps ou quoi. Enfin, nous, on n'en fait pas sur la ferme, on fait des pois protéagineux. Bon, on en a déjà une belle surface, donc ça m'emmerde un peu d'en refaire encore 4 hectares en plus, quoi. Ouais, et puis oui, non, mais c'est clair, c'est complètement différent. Mais c'est vrai que bah, là, on remarque, on a des échos et des retours, et même on le constate sur certaines fermes, que du coup, on a les graines en fait qui sont complètement molles, qui ont un petit peu épuisé leur pouvoir germinatif et qui là en fait stagnent, voire même pourrissent. Donc ouais, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas l'habitude. Je suis aussi agriculteur et mon père me disait, ça m'est déjà arrivé de voir 2 semaines d'eau. Où c'est compliqué, ça nous arrête dans les semis et on se pose la question de quand est-ce qu'on va y retourner, mais on y arrive toujours. Là, clairement, dans des sols comme les nôtres, on n'y retournera pas avant l'hiver, on ne pourra pas ressemer quoi que ce soit en hiver. Non, là, il faudra attendre le printemps, là, on ne peut plus rien faire chez nous. On est d'accord. Tu disais, comme tu as réussi à finir, peut-être une fourrière ou une petite surface où tu vas avoir ton assolement, mais sinon, globalement, ça va pas impacter ton assolement. Mais on parlait de la PAC. La PAC, du coup, on sait que maintenant, il faut avoir une diversification sur son assolement pour aller chercher les points, pour avoir on va dire le maximum de la rémunération aide PAC. Qu'est-ce que tu as fait toi sur la ferme? Et nous, depuis que je suis revenu, j'ai poussé un peu papa à refaire des pois protéagineux parce qu'on a pas mal de problématiques régravulpin.
pour essayer de casser un peu la rotation, mettre un peu des produits différents, essayer de faire une culture de printemps pour essayer de nettoyer un peu plus. Bon voilà, et du coup quand la PAC est arrivée, en fait on avait déjà nos pourcentages de protéagineux faits sur la ferme. Donc en fait on a juste réadapté avec les parcelles et puis être sûr que ça passait. Et voilà, donc en fait ça nous a pas impacté plus que ça. On avait décidé d'en faire un peu moins. Bon, il y a la PAC qui est tombée, du coup on a dit on reste comme pas de prairies. Si, on a dû repasser 4 hectares en jachère. Ouais. On a eu la dérogation Ukraine parce que moi avec les JA, je faisais des belles présentations à tout le monde, on en parlait à tout le monde, donc j'étais le premier au courant de qu'est-ce qu'il fallait faire, pourquoi, comment. Et en fait, arrivé chez moi, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout prêt pour la jachère. Et là, je me suis dit, merde, on n'a pas anticipé ça, alors que ça faisait un an que j'en parlais à tout le monde, que voilà, c'était comme ci, c'est comme ça. Et en fait, arrivé là, on s'est retrouvé à prendre la dérogation d'Ukraine parce que on n'avait pas assez de jachère pour. Okay. Donc là, cette année, on a des SIE pour la partie pois protéagineux qu'on va semer. On a dû mettre du radis et du colza. Ok, bon. Bon voilà, c'est ça. Pas très grave. Ça fait partie du jeu. C'est ça. Et du coup, je voulais juste qu'on termine sur une chose, les ventes, parce que c'est vrai qu'on a vu un marché qui est assez bouleversé depuis le conflit Ukraine-Russie, et ça c'était la campagne dernière, quoique même sur la campagne 1, on aurait pu en vendre même pour la campagne actuelle. Toi, où est-ce que tu en as tes ventes? Est-ce que on voit que, nous on le voit aussi au bureau, mais également dans l'état d'esprit des directeurs, on a quand même beaucoup de retard. Allez, si on regarde à peu près, on est entre 30 et 40% à peu près des volumes vendus chez les agriculteurs. Après, entre les COP, les négoces, entre les stratégies, les prix moyens, etc., on voit que les engagements sont plus ou moins avancés. Mais en tout cas, en direct ferme, on voit qu'on est plutôt en retard. Est-ce que toi, c'est ton cas aussi ? Je me suis installé au 1er septembre, donc avant le 1er septembre, c'était compliqué d'engager des camions. C'est vrai. Après, je me suis dit, on va peut-être attendre que les colza lèvent avant de nous vendre du colza, donc j'en avais pas vendu. Et puis, pendant qu'on semait les blés, ça descendait, du coup, je me suis dit, je vais pas m'acharner à vendre du colza. Après, on a semé les blés, ça y allait bien, je me suis dit, on va peut-être attendre qu'ils lèvent. J'aurais peut-être dû m'engager un peu plus tôt. J'ai mis 2 camions il y a 2 semaines sur Seria Pro. Bon, on va voir. Là, j'ai vu que ça descendait. Donc, je sais pas trop encore comment je vais m'organiser. Si j'attends le printemps pour relancer le truc ou si je me relance à. Je vais peut-être vendre un peu de camions de colza. Là, les colza sont pas trop mal. Ouais. J'ai vu que ça se maintenait. On a eu un petit pic. On a eu un rebond du marché là depuis 15 jours qui fait un peu du bien parce que c'est vrai qu'on était un peu à des prix. Qui arrive en dessous de nos prix de revient. Ouais. Mais par contre, toi, tu t'es mis en place une stratégie, genre tu as un prix où tu dis il faut pas que je vende en dessous ça, ou c'est un peu au feeling, ou tu étales tes ventes pour essayer d'avoir un prix moyen. Je sais que là, vu que je viens de m'installer, je connais à peu près mes coûts de production. Donc en blé, il faut que je vende au-dessus de 200 € la tonne. En orge, il faut que je vende au-dessus de 170 la tonne. Et en colza, il faut que je vende au-dessus de 370 € la tonne. Ce qui est plutôt pas mal, hein. Ce qui est plutôt pas mal cette année. Le blé est peut-être un peu élevé, mais derrière, au niveau du colza, je me dis que j'ai de la marge qui peut me permettre de rattraper mes camions de blé si j'en vends à 200 et que je fais un... Non, mais c'est des prix de revient qui sont quand même relativement faibles. Il y en a cette année qui me disent en dessous de 240 € tonne, je gagne pas ma vie, quoi. Donc, donc c'est là où au final, toi, tu me parles d'un 200, 170, 370. Bon, après, au final, mais je pense qu'on est sur une ferme qui est relativement optimisée quand même, malgré tout. Oui, papa a toujours. En fait, j'ai repris le modèle de papa. On a refait un copier-coller. Après, il y a juste eu les investissements. On a dû régler un peu le truc, savoir dans quel sens on se lançait et comment on prenait le truc. Et forcément. Donc on en est arrivé à ces prix-là. Okay. Après, il n'y a pas eu gros investissements quand je me suis installé. J'ai racheté le matériel et puis voilà, c'est parti. Un nouveau tracteur histoire d'en remplacer un ancien. Et puis voilà. Ok, on optimise et on avance. C'est ça. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a oublié de dire, peut-être des choses que toi tu fais sur la ferme un peu particulières ou je sais pas, qu'on n'aurait pas dit, sur lequel toi tu veux bien partager ton expérience ou... Non, là je découvre un peu tout. Je voyais comment ça se passait, mais le logiciel de gestion des parcelles qu'on utilise avec Isagri, Geofolia. Ouais. Papa, ça fait 30 ans qu'il l'utilise, donc il le connaît par cœur. Et malgré tout, quand tu es allé chercher
ton programme de désherbage, tu ramènes du papier, tu ramènes pas Géofolia. Ouais, parce que ça je l'ai fait au téléphone avec des gars, enfin avec les personnes du CETA. Ouais. Et puis avec papa après, où on mettait, c'était plus facile à gérer que sur l'ordi, où des fois c'est pas très, enfin on a du mal à écrire, rayer, remettre, changer, des fois c'est un peu plus long. Ouais. Papier c'est très bien, il est là, tu le sors. Mais après sinon tout est... Tu mets au propre après. Voilà, tout est sur l'ordi, puis ça me permet de savoir au moins ce que j'ai à faire. J'ai pas besoin à chaque fois de retourner sur le logiciel, recliquer, rechercher, j'en suis où, il est où le produit, c'était quoi, quelle dose. Voilà, tout est marqué là sur la feuille. Très bien. Du coup, si on peut terminer sur un truc, si t'avais pas été agriculteur, t'aurais fait quoi? Et ben je me pose la question de temps en temps, ça me traverse l'esprit de qu'est-ce que j'aurais fait. C'est une grande question. Parce que tu t'es déjà posé la question de reprendre la ferme? Ouais, de Ouais. reprendre la ferme Ouais. depuis toujours. Mais en fait, Oui, mais tu t'es déjà posé la question de ne pas la reprendre? je me suis dit en fait si j'avais pas fait ça, qu'est-ce que j'aurais fait? Ok. Je sais pas, de temps en temps, on croise quelqu'un qui fait un métier, on se dit, bah tiens, ça se trouve, ça m'aurait plu, ça ou ça. Après, voilà, c'est sur le moment T. Après, je sais pas du tout ce que j'aurais fait d'autre Ok. si j'avais pas fait ça. Parce que ça a toujours été, depuis que je suis gamin, Tu aurais été baigné dedans, donc il y a baigné pas- dedans, et puis j'étais le seul de la famille à le faire, donc ça a été une ligne droite tracée de, bon, bah c'est lui, écoute, personne d'autre, on m'a posé la question plein de fois, mais personne ne voulait. Donc j'ai pas eu trop à réfléchir de si je voulais faire autre chose, c'était ça. Mais de temps en temps, oui, quand voilà, Oui, tu vois avec des les choses. JA, on voit des choses, on part à gauche à droite et tout, et puis on voit des personnes, on se dit tiens, Sympa. Je reviens, ouais, pourquoi pas. ça a l'air sympa son boulot, ça se trouve ça m'aurait plu. Enfin, voilà, mais après je sais pas, j'ai pas de qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais pas agriculteur, c'est une très bonne question. J'ai pas de métier Ouais, écoute, qui me traverse. c'est pas grave, au moins ça veut dire que tu fais ce qui te plaît et c'est le C'est principal, ça c'est clair. Bah écoute, merci Jules pour ce podcast, pour ce moment de partage. Tu nous as raconté plein de choses, à la fois sur la ferme, toi, ta diversification, ton engagement auprès des JA et cette campagne qui est un peu compliquée en espérant que l'hiver se passe bien. On espère, on croise les doigts. Plus tard. Merci Pierre-Antoine. Salut. Salut.